Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée un peu folle. Et si les dieux de l'Antiquité, ce n'étaient pas du tout des êtres perchés dans le ciel? Et si, en fait, ils étaient quelque chose de bien plus proche de nous, comme le reflet de notre propre esprit collectif? C'est un voyage qui nous emmène aux racines de ce qui fait une civilisation. Voilà, c'est cette question qui va être notre fil rouge. Il faut vraiment mettre de côté, l'espace d'un instant, cette image d'Épinal du dieu barbu sur son nuage. L'hypothèse qu'on explore, c'est que les mythes, eh bien, c'était une sorte de miroir. C'était la façon qu'avait l'humanité de se penser elle-même, de dialoguer avec ses propres conflits, ses propres tensions. Alors, dans cette première partie, on va creuser cette idée. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Bien avant qu'on invente la philosophie, la sociologie, il y avait le mythe. C'était la seule boîte à outils disponible pour les civilisations naissantes, leur seul langage pour essayer de piger les forces immenses et complexes qui les secouaient de l'intérieur. Et là, on touche au point crucial. L'idée, ce n'est pas que les dieux n'existaient pas, mais qu'ils n'étaient pas extérieurs. C'étaient des personnifications. Imaginez la conscience d'une société qui prend forme, qui se donne un visage. C'était ça un dieu, une façon de nommer, de visualiser les grandes pulsions qui animent un groupe. Ce qui est fascinant, c'est qu'on pourrait presque dire que les mythes, c'était le système d'exploitation de l'époque, le software qui faisait tourner la société. Chaque dieu était une sorte de fonction, une pour la loi, une pour la violence, une pour la fertilité. C'était des mécanismes de régulation incroyablement sophistiqués, bien avant qu'on ait des codes de loi ou des traités de morale. Bon, tout ça, c'est un peu théorique. Pour rendre les choses plus concrètes, prenons un exemple que tout le monde connaît, Caïn et Abel. On pense souvent que c'est une simple histoire de jalousie entre frères, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'une fracture, la fracture originelle de la civilisation. Ce tableau illustre parfaitement de quoi il s'agit. Ce n'est pas juste Abel contre Caïn, c'est le nomade contre le sédentaire. D'un côté, Abel, le berger. Sa vie, c'est le mouvement, le flux. De l'autre, Caïn, l'agriculteur. Lui, il invente quelque chose de radicalement nouveau. Le territoire, la propriété, le stockage, et donc la nécessité de planifier l'avenir. C'est un choc de deux mondes. C'est le moment où la civilisation bascule. Et du coup, ce premier meurtre, ce n'est pas juste un crime passionnel. C'est une conséquence quasi inévitable de cette nouvelle organisation. C'est le premier bug majeur du système. Le mythe ne cherche pas à savoir qui est le méchant. La vraie question qu'il pose, c'est « Ok, maintenant qu'on a inventé l'agriculture et la propriété, comment on fait pour ne pas s'entretuer ?» C'est là que le rôle du divin devient super intéressant. Dieu, dans cette histoire, n'arrive pas pour empêcher le crime. Non. D'abord, il nomme l'acte, il l'inscrit dans la mémoire collective. Et ensuite, et c'est le plus fou, il protège le meurtrier. La marque de Caïn n'est pas qu'une punition, c'est une protection. Ça brise le cycle sans fin de la vengeance. C'est l'acte de naissance de la justice, d'un ordre qui dépasse la vengeance personnelle. Dans l'histoire de Caïn, donc, la technologie n'est pas le problème, c'est un outil. Mais attention, cette vision est loin, très loin d'être la seule. Une autre grande tradition de pensée a vu les choses de manière radicalement différente. Et cette tension entre ces deux visions, elle nous façonne encore aujourd'hui. On change de décor, direction la Grèce antique avec Prométhée. Lui, il donne le feu, la technique aux humains. Et qu'est-ce qui se passe ? Il est puni, et pas qu'un peu, pour l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'il a commis une transgression. Il a volé quelque chose qui appartenait aux dieux. Ici, la technologie n'est pas un simple outil, elle est dangereuse par nature. Et c'est là que le contraste est saisissant. Dans le mythe de Caïn, l'agriculture, qui est une technologie révolutionnaire, n'est jamais condamnée. Le problème, c'est la jalousie, la violence humaine. Alors comment on explique cette divergence radicale entre les deux mythes ? Ce tableau résume tout. C'est vraiment le cœur du sujet. On a deux diagnostics complètement opposés sur la civilisation. Pour les Grecs, la technologie est une transgression. Elle mène à l'orgueil démesuré, l'hubris. La sagesse, c'est de connaître ses limites. Pour la tradition abrahamique, la technologie, c'est une mission, un mandat. Le danger ne vient pas de l'outil, mais de l'échec moral de celui qui l'utilise. Et évidemment, ces deux points de départ ne mènent pas du tout au même endroit. La vision grecque engendre une conscience tragique. L'histoire est un éternel recommencement, un cycle. La civilisation, c'est presque une erreur qu'il faut contenir. À l'inverse, la conscience biblique est linéaire. L'histoire va quelque part, elle a un sens. Et la civilisation, ce n'est pas une anomalie, c'est une vocation. D'accord, mais tout ça, c'est l'histoire ancienne, non ? Eh bien, pas du tout. Cette bifurcation, ce croisement des chemins il y a des milliers d'années, a des conséquences énormes sur la façon dont notre monde fonctionne, ici et maintenant. Allons voir ça.
En fait, on peut tracer une ligne presque directe. Le judaïsme crée une civilisation basée sur la loi, pas sur le territoire. Le christianisme intériorise cette loi, ça devient la conscience personnelle. La scolastique médiévale, elle, affirme que le monde créé par Dieu est intelligible, qu'on peut le comprendre. Et ça, c'est le tremplin parfait pour la science moderne, qui hérite de cette croyance qu'il y a un ordre à découvrir dans l'univers. Et ça nous amène directement à aujourd'hui. On vit dans une civilisation qui a hérité de tous les outils incroyablement puissants issus de cette longue histoire. La rationalité, la science, la technique. Mais, et c'est là tout le paradoxe, on a gardé les outils, mais on a un peu mis de côté le cadre spirituel et moral qui allait avec. On exploite cet héritage de pensée et d'ordre, mais on oublie d'où il vient. En somme, on a le comment, mais on a peut-être perdu le pourquoi. C'est la question vertigineuse avec laquelle cette histoire nous laisse. On a le savoir technique pour façonner le monde comme jamais auparavant, mais est-ce qu'on a conservé la sagesse qui était censée accompagner ce pouvoir ? C'est une question totalement ouverte et qui résonne profondément dans notre époque.